Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoilers complets du chapitre 1083 de One Piece. Ils sont sortis hier directement, les leakers ont commencé à nous partager des informations qui vont pas à l'encontre de ce que j'ai dit hier, parce qu'on a bien Doflamingo, seulement on a Doflamingo en page de couverture, il sera pas directement dans l'histoire, donc toutes les thèses, théories, histoires que j'ai pu raconter hier ne feront pas partie directement du chapitre, mais peut-être arriveront plus tard dans l'introduction de ce personnage pour la bataille finale, mais ça sera pas les propos du chapitre 1083 qui va suivre le chapitre 1082 et qui va se concentrer sur le discours de Sabo, qui va nous raconter un petit peu son flashback, qui va nous raconter un petit peu l'histoire qui s'est passée pendant la rêverie. Ça fait plusieurs années qu'on attend l'histoire originale et véridique des actions de la part des révolutionnaires sur Marijo Aster-Sainte. Ils sont partis là-bas pour libérer Kuma. On sait que Cobra est mort, on sait que Vivi donc a fini avec Morgan, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et on ne connaît pas la teneur du secret de Sabo qui nous dit qu'il a une information cruciale. Est-ce que l'information, c'est uniquement de savoir qu'il y a quelqu'un sur le trône? Dans ce cas-là, c'est pas vraiment révolutionnaire comme information de juste dire que le trône n'est pas vide et qu'il y a quelqu'un, je parle bien sûr de Im-sama, ou est-ce qu'il a des secrets un peu plus précieux, un peu plus précis à nous donner, des secrets qui seraient... ou qui rentreraient en résonance avec ce qu'a voulu nous dire un petit peu Doflamingo. Il nous a dit, voilà, il a un secret terrible sur le gouvernement, sur Marijo Aster-Sainte, et si jamais la population venait à découvrir ce secret, ça pourrait mettre en péril la mainmise du gouvernement sur le monde de One Piece. Donc c'est vraiment les questions qu'on se pose pour ce chapitre-là. Ça va plutôt être de l'action. On va voir des combats. D'un côté, Karasu va se battre directement contre Fujitora. Et de l'autre, on aura Morley contre Green Bull. Je crois que Morley poignard de Green Bull et que Karasu gêne Fujitora grâce à des corbeaux. Je sais pas comment il le gêne parce que celui-ci est aveugle. Mais on a normalement des commandants des révolutionnaires qui prennent le dessus sur des amiraux. Donc voilà, ça va encore alimenter le débat amiral, Yonko, etc. Puisqu'on a vraiment des commandants qui ont réussi, des commandants de l'armée révolutionnaire qui ont réussi à mettre en péril des amiraux. C'est vrai qu'ils sont pas mis en valeur depuis la deuxième partie de One Piece. Dommage par rapport à la prestation qu'ils avaient fait à Marineford. On les avait peut-être surclassés au niveau des puissances mondiales et des dangers pour Luffy ou pour les pirates. Et c'est vrai que depuis la deuxième partie, ils font un petit peu pâle figure et qu'ils sont pas mis au devant de la scène. Je repense notamment à Green Bull qui s'est fait maîtriser assez facilement et à distance par Shanks lorsqu'il a essayé de venir à la fin de Nigashima foutre un peu le bordel et capturer Monkey D. Luffy pour faire plaisir à Akainu. Ça ne l'a pas mis en valeur, surtout que c'est un personnage qu'on nous a teasé depuis un certain nombre de temps et on attendait peut-être une certaine puissance venant de ce personnage. On en apprend un peu plus aussi au niveau de la stratégie et de la guerre que mène le gouvernement face aux révolutionnaires. Pour Dragon, l'opération était une réussite. Ils ont réussi à débarquer à Marijo Aster-Sainte. Ils ont réussi à brûler le drapeau du gouvernement. C'est un peu une symbolique comme celle de Usopp qui avait brûlé le drapeau de la marine. Pour eux, c'est important. Et on a également Kuma qui a été libéré. C'était les 3 points forts. On apprend également qu'au niveau stratégie, les révolutionnaires ont détruit tous les bateaux de ravitaillement autour de Marijo Aster-Sainte, qui est donc dépendante au niveau énergie, peut-être au niveau alimentation, au niveau ressources en tout cas en général, d'autres pays aux alentours. Ils sont dépendants peut-être de la taxe qu'ils soumettent aux pays qui prêtent allégeance au gouvernement. Et on apprend que le gouvernement, les révolutionnaires ont 8 pays. 8 pays qui les soutiennent, 8 pays qui ont arrêté de payer leurs impôts à Marijo Aster-Sainte. Et qu'il y a un corps expéditionnaire spécial, les 9 cavaliers 5 qui sont là donc pour aller récupérer cette dot, cet argent, cette taxe, et qui vont très certainement se battre contre les révolutionnaires. L'information que j'en déduis par rapport à ça, c'est que si jamais le gouvernement a une fonction d'élite telle que les 9 cavaliers saints, on devrait les voir dans l'ombre, on va pas les voir discernement, mais c'est normalement, je pense, le corps le plus puissant de la marine et ou du gouvernement, ça veut dire que le Gorosei ne sont pas des combattants, parce que ça ferait une redite. Déjà, apprendre aussi tard qu'il y a 9 cavaliers saints
à la solde du gouvernement, qui sont capables de les défendre, d'aller récupérer des taxes ou d'affronter les révolutionnaires, c'est pour moi une puissance qui n'a pas été nommée depuis longtemps. Et c'est pas quelque chose que j'apprécie. J'aime bien quand les parties prenantes sont annoncées bien plus tôt dans le récit. Là, c'est quand même assez tard, mais comme on rentre dans la bataille finale, pourquoi pas redorer un petit peu le blason de la marine et du gouvernement en leur donnant un corps expéditionnaire encore plus puissant, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une menace. Je l'ai dit à moult reprises, déjà que tous les grades de la marine n'étaient pas des menaces, mais si en plus maintenant les amiraux se font battre facilement par des Yonko, qui sont à 30 mètres ou 30 km, ou par des commandants des révolutionnaires, ça laisse pas beaucoup de puissance à la marine. Donc on a enfin une dernière carte à jouer à ce niveau-là. Beaucoup parlaient du Gorosei, qu'ils étaient capables de se battre, qu'ils avaient des pouvoirs ou qu'ils maîtriseraient, pourquoi pas, certaines armes antiques. Je pense qu'il en est rien. Je l'ai expliqué plusieurs fois que des personnages aussi vieux venant d'une autre époque sont plus présentés comme des stratèges ou comme des tenants du pouvoir, généralement dans les mangas Neketsu, et pas comme des combattants. Que ça soit dans Naruto, dans One Piece, dans Bleach, etc. Dès que tu as des personnages d'un certain âge, je crois que c'est les 46 chambres du Shu, dans Bleach par exemple, c'est pas des gens que tu vois combattre. Par exemple. Les Kage dans Naruto, c'est un contre-exemple, mais généralement, quand tu as des gens de cet âge-là, c'est pas des gens qui combattent, c'est des politiques, c'est des stratèges, c'est des gens qui ont le pouvoir actuellement, qui sont oisifs, qui ne font plus d'efforts, contrairement au héros Nanketsu qui fait des efforts, qui se développent, qui se dépassent. Ce sont des gens qui restent campés sur leur position, qui ne se développent plus. Et je pense que c'est ce qu'incarne aujourd'hui le Gorosei, peureux du secret qu'ils ont, peureux de ce qui peut déduire de l'information du siècle oublié, peureux de toute la fragilité de leur structure et de leur pouvoir sur le monde actuel. C'est ça qu'ils représentent. Pour moi, c'est pas des combattants. Mais on aura très certainement la réponse, puisqu'on a Juan José qui s'est déplacé à Exide avec Kizaru. Mais là, on a encore un indice différent, c'est qu'on a un corps militaire, puissant, qui existe et qui pourrait faire barrage à ceux qui gênent le gouvernement ou la marine. On a également la prime de Sabo, je crois qu'elle est 3,6 milliards. Beaucoup de gens sont dans la zone des entre 3 et 4 milliards, il en fait partie, donc il a effectivement une prime. On a également à la fin Cobra qui se dirige vers le Gorosei, donc je pense qu'on aura des révélations dans le prochain chapitre avec cette confrontation, enfin si Oda ne change pas de scène, mais là il est parti pour faire quand même plusieurs chapitres sur les mêmes scènes et c'est cool puisqu'on peut aller jusqu'à la fin du délire, et on voit normalement une silhouette de Im-sama, c'est ce qui est dit en tout cas dans le chapitre. On a Vivi qui traîne avec le CP0. Je sais pas comment ça va finir, je sais pas si le CP0 finalement va aider Vivi à s'enfuir. On va très certainement voir dans le prochain chapitre qui a réellement tué Cobra. Comment est-ce qu'on a pu croire qu'on aurait pu mettre ça sur le dos de Sabo? Est-ce qu'on avait anticipé que celui-ci allait s'échapper? Est-ce que quelqu'un a tenté de le tuer? Et qu'est-ce qu'a découvert finalement Sabo? Uniquement l'identité de Im-sama, ou est-ce qu'il a été plus loin et à travers son identité, un secret beaucoup plus gros est révélé, un secret qui déstabiliserait le gouvernement? Est-ce que c'est à travers son physique? Est-ce que finalement elle ressemble à quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû être? Est-ce que c'est par rapport à un signe distinctif, le chapeau de paille? Est-ce que c'est par rapport à un personnage historique qui aurait existé dans le passé, qui prouverait par exemple que Im-sama est immortel? Qu'est-ce qui se cache derrière l'identité de ce personnage qui mettrait en péril le gouvernement actuel? Parce que juste dire qu'il y a une personne qui occupe le trône, en soi, c'est une info de ouf. Mais en quoi ça déstabiliserait le monde? C'est la question que je me pose. N'hésite pas à me donner toutes tes théories en commentaire et à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo. Je te souhaite une excellente journée, profite bien. Et à dans quelques jours pour le résumé complet. Ciao.